Bonsoir, bienvenue à l'Institut français d'Irak. مساء الخير ومرحبا بكم في المعهد الفرنسي في العراق. Alors je suis très heureuse d'accueillir ce soir les éditions Dar al-Mamoun du ministère de la Culture en compagnie de Bagdad Magazine, son très proche collaborateur pour un programme autour de la littérature franco-irakienne. سعيدين جدا هذا المساء باستقبال منشورات دار المأمون وبغداد ماجازين، هذه المجلة التي هي تعد شريكا وقريبا قريبة على قلوبنا. Je profite, je fais une petite aparté. Je voudrais remercier Bagdad Magazine qui nous a donné quelques documents pour l'exposition pour les 70 ans qui aura lieu le 2 décembre. Donc j'ai, grâce à eux, quelques vieux archives sur l'histoire de l'Institut français et je les remercie. طبعا بين هلالين معلومة أنه ودنا أشكر حقيقة مجازين بغداد ماجازين على دعمهم للمعرض الفرنسي الذي سيقام في 2 ديسمبر 2 من الشهر الجاي. فحقيقة بغداد ماجازين أردفتنا بوثائق مهمة جدا بهذه المناسبة، وهي مناسبة مرور 70 عام على افتتاح ووجود المعهد الفرنسي في العراق، فشكرا لبغداد ماجازين على مشاركتهم. Alors, nous partagerons cette soirée avec Monsieur Amjid Jaber, qui vous présentera le travail de Bagdad Magazine. طبعا هذه الأمسية سوف نستضيف فيها الأستاذ أمجد جابر من بغداد ماجازين وسوف يتحدث لنا عن هذا الدار. Une revue, à mon avis, mais je pense de l'avis de tous, tout à fait exceptionnelle, en français, puisqu'elle révèle au fil des années, depuis plus de 50 ans, l'amitié entre la France et l'Irak. هذه المجلة التي تعد مجلة تاريخية حيث يعد تاريخها قبل 50 عاما، وهي حقيقة حاضرة وتكتب في اللغة الفرنسية وتنشر بالإضافة إلى الثقافة العراقية الثقافة الفرنسية أيضا، وهي تعتبر داعم لهذه العلاقات بين البلدين. Enfin, nous poursuivrons avec le docteur Raïd Jabbar Habib, professeur de français de l'université Mustansariya. وطبعا نستأتف هذه الأمسية مع دكتور اللغة الفرنسية من الجامعة المستنصرية الدكتور رائد حبيب. Un auteur irakien également d'exception, puisqu'il écrit ses œuvres en français et que celles-ci sont publiées en France. هذا الكاتب العراقي الذي يكتب في اللغة الفرنسية وينشر كتبه ومطبوعاته في فرنسا. Ces œuvres permettent au grand public de découvrir la pensée irakienne au travers de la langue française et je ne peux que le féliciter d'écrire de tels livres. حقيقة أود أن أهنئه على الكتابة مثل هذه الكتب التي تعد وسيلة رائعة لنقل الثقافة والحضارة العراقية إلى هذا الجمهور الكبير، الجمهور القارئ باللغة الفرنسية. Eh bien, je vous appelle, cher monsieur Jabbar, cher monsieur Jabbar Habib, à venir sur scène, s'il vous plaît. إذن أدعو الأساتذة الأستاذ جعفر والأستاذ جبار من أجل المشاركة في هذه الأمسية فليتفضلوا. شكرا جزيلا. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À tout à وأتمنى l'heure. لكم أمسية رائعة وإلى اللقاء. Donc, merci pour tout, pour votre présence. Je vais vous présenter un peu de remerciements pour l'Institut français ici en Irak et surtout qui présente l'ambassadeur de la France de nous accueillir comme une maison d'édition Dar al-Mamoun représentée par Bagdad Magazine. C'est, comme il a déjà dit Madame Laurence, ce revue qui est publié en français. Aujourd'hui, on a accueilli notre ami, notre prof, Monsieur Raid, qui a présenté un écrivain qui s'intéresse à la littérature
en général, mais avec la littérature et la pensée irakienne qui présente à travers une langue étrangère comme le français, ses pensées et ses sentiments et tout ce qui présente l'image ou comment on dit, la concept de la littérature en Irak. D'abord, ce qui nous intéresse ici, c'est la littérature francophone qui fait une partie très importante de la littérature française à travers plusieurs écrivains qui passent une marque très remarquable dans le niveau de la littérature. Surtout les écrivains de... Il y a beaucoup des écrivains d'origine algérienne, du Liban, du Maroc et même des Irakiens qui on a un vivant exemple, M. Raed. Tous ces écrivains qui présentent beaucoup des œuvres qui publient en français, qui reflètent leur civilisation, leur origine à travers une langue étrangère, c'est la littérature française. Oui. Donc, on va quitter la discussion pour M. Raed de présenter son début, son commence avec l'écriture, surtout qui commence avec une pièce de théâtre qui c'est les Isram, qui commence avec un genre littéraire très important. En même temps, il va représenter lui-même pour le public. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais bien présenter mes grands remerciements à l'Institut français d'Irak à Bagdad pour cette invitation. Également à l'équipe de l'Institut qui assure le bon déroulement de cette soirée. Je présente mes grands remerciements à notre cher journaliste Amjad pour animer cette rencontre avec bien sûr Dar el-Ma'moun qui a pris en charge d'organiser cette soirée. Pour mes débuts, bien sûr, mes débuts c'était durant mes études de doctorat en France, 2006 jusqu'à 2011. C'était avec la publication de la première pièce de théâtre, Isram, à l'époque. Cette publication a eu d'autres reflets successifs avec la publication en 2013 dans notre livre sur le jansénisme racinien, les tragédies raciniennes, avec 2014 avec une publication aussi un livre sur Diderot, la conception de l'aventure dans l'œuvre de Diderot. Et ensuite, ça continue au fur et à mesure. Les œuvres ont revêtu d'autres dimensions plus efficaces avec la publication de quelques recueils en français, en arabe, Gouache hallucination, quintessence et fantasmagorie. La symphonie en arabe, c'était la symphonie d'Automne qui a été également traduite en arabe. Oui, je pense que chacun écrivain a une monde créative. À travers ce monde, va présenter son créativité, soit avec le genre de l'écriture, soit avec la littérature, la pièce de théâtre, le roman. Tout ce genre de théâtre va présenter quelque chose de ce monde créatif. Pour Monsieur Raed, quel est son monde créatif? Le monde de création, l'univers de création qui a fait
cette diversité d'œuvres littéraires publiées, en fait, déjà avait de base avec la langue française. La langue française, cette langue sublime qui m'a permis de dire ce que je n'osais pas à dire dans ma langue arabe. Je donnais dans cette langue ou à cette langue ce que je ne donnais pas dans ma langue arabe. Donc avec la langue française, avec la découverte des œuvres de grands écrivains français, avec Balzac, Stendhal, Villon, quand on parle de la poésie, Villon, François Villon, Christine de Pizan, Louise Labert, Pierre de Ronsard, en passant avec, même dans la philosophie, le roman du XVIIIe siècle, avec Voltaire, Diderot, c'était durant mes études de doctorandum. Et au XIXe siècle, la connaissance de grands mouvements courants littéraires de l'époque, romantisme, Parnasse, symbolisme, XXe siècle, tout cela a représenté la base sur laquelle j'ai compté pour créer ma bulle littéraire, ma bulle de création littéraire. Oui, je pense que vous êtes très influencé par la littérature française en général, surtout toutes les écoles, surtout vous avez universitaires qui étaient en touche directement avec cette étude sur la littérature. En même temps, on trouve que grâce à ces œuvres que vous êtes sorties pour le public, il n'y a plus que des personnes, soit vos collègues, soit les chercheurs, qui écrivent et qui critiquent les œuvres. Comment un écrivain, comment trouver que... Est-ce que c'est important de trouver les études et l'analyse des œuvres par les autres, ou même ce qui était spécial seulement qui va faire cette critique aux études? Oui, d'abord, oui, je confirme votre parole en ce qui concerne l'arrière professionnel de ma personnalité ou ma carrière littéraire. Parce que oui, avec mes études de français, avec mon travail en tant que professeur de littérature française, cela a bien, comme je viens de dire, ça a bien, créé ou participé dans la création de ma carrière littéraire. Certes, avec l'analyse littéraire et l'analyse des critiques littéraires, en ce qui concerne mes œuvres, j'ai essayé dans mes œuvres de présenter ou de compenser ce manque de critiques en ce qui concerne les œuvres littéraires françaises, parce que j'ai fait quelques œuvres sur la poésie française, sur le théâtre, j'ai publié un livre, j'ai déjà dit, sur le jansénisme racinien, sur le théâtre de Racine, ou sur le roman au XVIIIe siècle, c'était le roman La philosophie. Pour la poésie française aussi, j'ai publié quelques livres, encyclopédies ou critiques littéraires, un livre aussi sur le roman, c'était intitulé Aux côtés du théâtre, de roman de la poésie. Donc cela est nécessaire pour, bien sûr, pour enrichir la scène culturelle, la scène francophone culturelle en Irak, à Bagdad aussi. Ouais. En même temps, vous êtes... pardon. Il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas bien le français. Ouais. Je propose que vous restez en français et M. Moafak va traduire en arabe. Avec plaisir. Moafak, s'il te plaît. Monte sur la scène, s'il te plaît. Ça va les aider. Oui, mais vous restez en français, c'est très bien. Je reste, moi je reste. Parfait. Désolé, mais dans l'Institut français, dans un endroit français, donc on va parler en français, mais en même temps, il y a des publics qui parlent francophone.
Donc, M. Moffar va accompagner avec la traduction. طبعا بالنسبه للي غير ناطقين بالفرنسيه وصعوبه الفهم فسوف اوضح. طبعا ما راح اقطع سلسله افكار الزملاء، احاول ان اعطي الملخص بعد ان يكملوا على راحتهم سلسله افكارهم، واحاول ان اعطيكم شيء بالعربي يعني ملخص وعاجل يعني بشكل سريع ان شاء الله. Alors, on revient pour M. Raed. Vous avez écrit la poésie, mais en même temps en français et en arabe. Pour vous, comme une poète, comment on veut faire un équilibre entre les deux, et au niveau de difficulté et au niveau de systématique. بس السؤال حقيقة أنه الدكتور رائد علاوة على أنه يكتب باللغة الفرنسية هو يكتب أيضا باللغة العربية، فكيف هي الموازنة بين اللغتين بالنسبة للإلهام الشعري؟ La poésie, c'est la poésie, soit en français, en arabe. Ce qui compte, c'est l'imagination, c'est l'expression de sentiments. Comme dit Jean Cocteau, il dit c'est le mariage entre le conscient et l'inconscient pour la poésie. Donc, celui qui écrit en français, s'il a la possibilité de savoir écrire en arabe, sera pas difficile. Je me rappelle d'une phrase de Tahir Ben Jalloun, bien sûr l'écrivain, le philosophe, qui une fois on lui a posé une question: pourquoi vous n'écrivez pas en arabe? Il a dit: parce que je ne sais pas bien écrire en arabe. Donc la question c'est si vous avez, nous savons qu'avec l'évolution des conceptions de genre littéraire, si vous avez la possibilité, si vous possédez les outils nécessaires pour écrire dans votre langue, vous pouvez écrire. بالتأكيد هي اللغة بالنسبة لكتابة الشعر هو الخيال، وعندما يكون لدينا الخيال بالتأكيد سوف نستطيع الكتابة سواء كان باللغة الفرنسية أو باللغة العربية أو بأي لغة أخرى نجيدها. على سبيل المثال كوكتو يقول أنه الشعر والكتابة هو الربط بين المعقول واللا معقول، وكذلك بالنسبة الكاتب بن جلون سألوه قالوا له ليش أنت ما تكتب باللغة العربية تكتب فقط بالفرنسية؟ فأجاب بأنه فقط لأنه لا يجيد الكتابة في اللغة العربية، فعندما يكون الخيال موجود، عندما تكون الرؤية الشعرية موجود، فممكن نقلها على أي لغة نجيدها. On reste avec la poésie, mais est-ce que possible d'écouter quelque chose de la poésie de M. Raed? Oh, c'est après. Parfait. Donc, on va... Ok. Donc, c'est bon? Ah, parfait. On va écouter quelque chose de la poésie. طبعا راح نسمع شيء من الشعر من خلال الدكتور رائد، فليتفضل مشكورا. C'est lequel? C'est ça. Oui, je dirais, je réciterai deux morceaux, parce que le poème est assez long, je pense. Voix d'automne, c'est un poème, c'est le premier poème de mon recueil Gouache à hallucination, publié à Paris, bien sûr. Je voudrais vivre comme un livre, page ouverte, d'autres fermées, un jour très sage, un autre ivre, sans fumée, sans alcool, sans ennui, sans ouï dire. Je voudrais vivre dans un jardin, dans une forêt très lointaine, près d'une rivière, sans amis, sans consigne, sans panneau,
sans de règles à poursuivre. Bon, ça suffit pour les deux strophes. Mais je voudrais seulement ajouter une petite remarque pour les. J'ai fait toujours, je me suis toujours inspiré de la littérature, de la musique, des chansons. Dans la première strophe, le vers sans fumée, sans alcool. En fait, j'ai utilisé ces mots je me suis inspiré d'une chanson de Michel Sardou, le chanteur français très célèbre, très connu. Il a un poème, je vole. Mes chers parents, je vole, écoutez bien, je vole sans fumée, sans alcool. Comprenez-vous bien, je vole sans fumée, sans alcool. Sans fumée, sans alcool. Donc j'ai utilisé les deux expressions de cette chanson. Bon. Donc il y a quelque sorte d'adaptation de créateur. Moi je dis inspiration. C'est l'inspiration, pas seulement dans ce poème, mais dans l'autre poème, par exemple, Demain. عفوا بس اعطي ملخص للزملاء ولو لربما الدكتور يحب اذا حاب ان يذكرها. عموما احاول ان الخص لانه تعرفون ما اريد اخرب الاجواء الشعريه اللي ذكرها باللغه الفرنسيه، لكن هو ايضا استلهم من شاعر فرنسي أو عفوا مطرب فرنسي اسمه ساردو عندما يكتب أنني أحب الكتابة بدون دخان بدون. وعندما كتب كان يتكلم عن تنزه شاعر على نهر، ويتكلم بأنه يتحدث ذكر الدخان وذكر الصفحة البيضاء المفتوحة والكتاب وهذه المفردات الشاعرية الجميلة. عذرا انه ما راح اقدر اترجمها بالشكل الدقيق اللي هو ذكره. En même temps, on trouve qu'il y a beaucoup de traducteurs et traductrices qui font la traduction des œuvres, surtout la poésie et même la pièce de théâtre, soit en arabe et même en anglais. Donc, c'est pour nous, comme un lecteur, c'est une opportunité de découvrir la créativité à travers la traduction. Pour ça, je transmets notre discussion pour la dernière livre qui était sorti pas loin, presque cette année. Oui, c'est Lire et comprendre la poésie française. نعم. Tu nous parlais un peu. نعم قبل بس فبالحقيقة هو يشير إلى أنه مترجمات ومترجمين من خلالهم تعرفنا على الكثير من الأدب والكثير من الشعر والمسرح، ونقلنا هذا الأدب من خلال عملية الترجمة. فطبعا الدكتور رائد راح يحدثنا عن الشعر وعن هذه الجانب. Merci. Tout d'abord, je voudrais bien dire en fait que je me considère très chanceux de voir plusieurs de mes œuvres traduites par des amis, des traducteurs. Bien sûr, moi je considère en fait le traducteur d'une œuvre littéraire comme un autre écrivain, comme un autre créateur de l'œuvre, parce qu'il utilise ses mots, son langage propre à lui. Cela, je vois que d'ailleurs ça donne une autre réflexion, je peux dire, une autre image pour l'œuvre littéraire. Pour mon dernier livre qui vient de sortir la semaine dernière, Lire et comprendre la poésie française. Dans ce livre, moi j'ai essayé de mettre tous les éléments, d'après mon point de vue, tous les éléments nécessaires pour comprendre et lire la poésie française. En ce qui concerne la versification, en ce qui concerne le style poétique utilisé, également pour les grands mouvements et courants littéraires à partir du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et également aussi, bien sûr, les grands poètes. Deux premiers textes, en fait, découverts au Moyen-Âge jusqu'à
nos jours. J'ai essayé de mettre tout ça dans un mélange qui facilite au lecteur intéressé d'avoir une idée presque complète pour la poésie française. Parce que moi, j'ai déjà consulté d'autres œuvres. J'ai vu que ces œuvres soient consacrées pour le mouvement, soit consacrées pour la versification, soit consacrées pour d'autres éléments. Mais dans ce livre, vraiment, j'ai essayé de mettre le nécessaire d'après mon point de vue, que je trouve logique, tous les éléments pour comprendre, lire la poésie française. طبعا جوابا على السؤال بالتأكيد أنه ترجمات الكثير من كتب الدكتور رائد قد تم ترجمتها من خلال مترجمين ومن خلال أيضا زملاء قريبين من عنده، وبالتأكيد من يقوم بالترجمة هو يقوم بصناعة شعرية بحتة، وحتى يصبح ممكن أنه ينقل ميوله وممكن أن ينقل أفكاره ومشاعره أيضا ويضيفها على النص الأساسي بحيث يكون شريك في هذا العمل من خلال إبداعها بالترجمة. حقيقة قبل أسبوع نشر كتاب وهو قراءة الشعر وفهم الشعر، وهذا الكتاب يتحدث عن تيارات شعرية وعن الأساليب الشعرية ابتداء من عصور الوسطى وانتهاء إلى عصورنا الحالية، وهو يتحدث عن سواء كان العملية الشعرية والأسلوب وأمور شعرية كثيرة متعلقة بهذا الكتاب. En fait, vous êtes mentionné déjà que c'est très important d'étudier les écoles et les mouvements littéraires en même temps d'avoir un livre qui met en lumière quelque chose sur ces mouvements et ces influences, ces impacts sur notre société. Vous êtes écrit beaucoup des livres qui s'intéressent à étudier et analyser les mouvements littéraires, soit avec une systématique universitaire académique plus précisément, mais en même temps il y a quelque chose de créativité, d'avoir un texte simple et pas très compliqué pour les lecteurs. Pour vous, comme un écrivain qui écrit dans plusieurs domaines, soit avec le critique, soit avec la poésie et le théâtre, comment vous trouvez que c'est très important d'avoir un livre qui s'intéresse à ce domaine de travail? إذن عفوا دكتور، بالنسبة للسؤال يتحدث عن التيارات الثقافية والأدبية، وبما أنه الدكتور هنا ملم بالكثير من المجالات سواء كان المسرح سواء كان الأدب سواء كان القصة، فمن الناحية الأكاديمية ومن ناحية النظر الأكاديمية كيف هو بمعالجة مثل هذه التيارات الأدبية والثقافية من خلال هذا الكتب؟ La stratégie que j'ai poursuivie dans l'écriture de mes livres, soit les livres critiques ou les autres genres, pour le roman, le théâtre ou la poésie, en fait, j'ai poursuivi une stratégie qui permet aux lecteurs simples, de même aux lecteurs académiciens, parce que nous avons plusieurs types de lecteurs. Le lecteur intéressé qui ne s'intéresse pas vraiment aux techniques de genre littéraire, un lecteur simple, il suffit pour lui de lire un poème ou lire une pièce de théâtre sans aller trop loin pour découvrir, par exemple, les unités de théâtre classique. Ça ne l'intéresse pas. Et j'ai fait attention pour répondre aux exigences de ce lecteur. Et de même, j'ai fait attention aux autres types de lecteurs, ceux intéressés, les lecteurs académiciens, les lecteurs qui, par exemple, les chercheurs. Par exemple,
Dans mon livre La poésie française, qui a été publié en 2021, ce livre, j'ai voulu le mettre entre les chercheurs de l'université, les chercheurs du département de français, ceux qui sont intéressés à la poésie française, pour avoir une idée avec un livre qui est presque une considérée comme anthologie de la poésie française. Donc, il faut pour moi, pour ma vision littéraire, académique, puisque je suis professeur de français à la faculté, j'ai essayé de faire le nécessaire pour répondre aux exigences de multiples lecteurs. من خلال كتاباته العديدة سواء كان في النقد سواء كان في الأدب سواء كان في الشعر سواء كان في الرواية حاول من خلال كتبه وخصوصا من خلال كتابه في 2021 الذي يتحدث عن الشعر حاول أن يلبي متطلبات القارئ سواء كان القارئ البسيط أو سواء كان القارئ الأكاديمي وطبعا أيضا الباحثين. هناك الكثير من الباحثين في الجامعة من المهتمين بدراسة ومعرفة التيارات خصوصا الجانب الشعري سواء كان التقنيات التي هي بالنسبة للمتعمقين أو بالنسبة القارئ الذي يود أن يتعرف بشكل بسيط ولكن أيضا بالنسبة للقارئ الذي يحب أن يتعمق في هذا المجال. فكان هذا الكتاب راعى الطرفين الجانب المتعمق الأكاديمي والجانب القارئ الاعتيادي البسيط. Et maintenant, pour vous, Monsieur Raed, est-ce que c'est clair qu'on peut trouver votre identité comme personnellement dans vos livres, surtout avec la poésie? Je pense que les traducteurs à découvrir ça, mais pour vous, est-ce que c'est clair pour le public? إذن بالنسبة هل ممكن أن نجد هويتك كدكتور رائد في الكتب التي تم نشرها وخصوصا الجانب الشعري؟ Bon, dans cette conception, je peux utiliser la phrase de Mallarmé. Normalement, les objets reflètent perdre les trois quarts de la jouissance de la beauté de poème. Donc, il faut, moi, je peux dire qu'il faut vraiment laisser quelques parties cachées. Malgré tout, il y a quelque chose qui sort, quelque chose qui représente notre identité, notre sentiment. Parce que, par exemple, l'œuvre littéraire en général, c'est surtout la poésie. Une des définitions de la poésie, c'est l'expression des sentiments. Donc, les sentiments, après tout, ce sont les sentiments employés ou utilisés par le poète. Pareil pour le roman, le théâtre, quand on écrit ou quand on fait une œuvre de création littéraire, l'auteur, après tout, ne peut pas cacher parfaitement sa personnalité. Il y a, vous savez qu'on va très loin avec Sainte-Beuve au XIXe siècle, le grand critique français qui dit que pour savoir la vérité d'une œuvre, il faut savoir ce qui entoure l'auteur, ce qu'il pense, sa vie, etc., pour avoir une analyse plus précise de l'œuvre littéraire. طبعا الهوية دائما موجودة وما ممكن أنه مثل ما قال ملارمي أنه بالنسبة للمشاعر هي دائما موجودة في مكان ما في العمل الشعري. بالتأكيد الأعمال الشعرية هويتي موجودة في الأعمال الشعرية وهي حاضرة مثل ما قال أحد الأدباء في أنه عندما تريد أن تعرف عمل وتعرف عمل هذا الشاعر يجب أن تعرف عن العناصر المحيطة بهذا الشاعر في أثناء عملية الكتابة. فبالتأكيد الهوية هي موجودة وظاهرة لأنه الشعر خصوصا هو تعبير عن المشاعر والأحاسيس والتي تنقل على الورق. فطبعا ممكن أن نجد
من شخصية الكاتب هنا وهناك من خلال التعابير ومن خلال الشعر. Pour le public, on va vous présenter les œuvres qui ont été traduites. Il y a beaucoup de livres qui ont été traduits en arabe, soit la pièce de théâtre Azram, et aussi le cahier de la poésie, Gouache et l'illusion, et d'autres. Il y a aussi les qui étaient traduits de l'arabe vers le français. En même temps, il y a des livres qui étaient traduits en anglais. طبعا مثل ما شاهدتوا أنه الكثير من الكتب والمؤلفات اللي الدكتور قد تم ترجمتها إلى اللغة العربية وطبعا هنا بالنسبة ولغات أخرى أيضا فيا ريت أنه نتعرف على هذا المجال بالنسبة للترجمة. En même temps, on trouve que M. Raed fait beaucoup d'échanges avec des écrivains. Pour vous, M. Raed, comment vous trouvez cet échange au niveau littéraire avec des écrivains d'origine française ou francophone? وطبعا أيضا يتحدثنا كيف هو التواصل مع كتاب آخرين سواء كان فرنسيين أو سواء كان من جنسيات أخرى في ما يخص الأعمال الأدبية. Pour moi, rencontrer un auteur ou un écrivain, c'est une opportunité. Opportunité dans tous les sens. Je me rappelle très bien de cette rencontre avec Annie Ernaux. C'était à Tours. Par hasard, moi j'avais déjà lu, avant de rencontrer cette grande écrivain, lauréate du prix Nobel 2022, moi je lisais pour elle La honte et la place avant de la rencontrer. Je me rappelle très bien dans cette photo, moi je lui ai demandé pour son roman La place. Elle m'a dit c'est ma vie. Parce qu'en fait, le roman de La place d'Annie Ernaux c'était une œuvre autobiographique. Avec Tahar Ben Jelloun, avec Véronique Olmy, avec d'autres écrivains, d'autres poètes que j'avais rencontrés en France ou à Beyrouth ou dans d'autres lieux. En fait, c'est une opportunité pour savoir les différentes personnalités, différents types d'écriture, différentes pensées, différents mondes de création littéraire. Ça enrichit vraiment l'imagination. Pour moi, j'ai découvert, oui, d'autres univers avec ces écrivains. طبعا هنا من خلال لقاءات الدكتور التقى مع الكاتبة التي حازت على جائزة نوبل للأدب في 2022 اسمها آني إيرنو وهي التي عبرت بأنه العمل بالنسبة لها هو جزء من حياتها بل هو حياتها بشكل كامل. فهنا هذه الصورة اللي تجمعهم كانت صورة كان من خلال سفراته ومن خلال لقاءاته الأدبية. الصورة الثانية مع بن جلون وأيضا تحدثوا عن الأسلوب الأدبي وعن الرواية وعن الأدب وكيفية الكتابة والإبداع. وطبعا هنا أيضا الصورة الثالثة أيضا بالنسبة لجائزة كونكور مع فيرونيك أولمي عن روايتها بخيتة أيضا في 2017. Vous avez écrit la poésie et même le théâtre et les critiques, mais il reste que le roman. Est-ce que c'est possible pour vous, plan futur, d'avoir un roman? Le roman. نعم هنا نتكلم عن الرواية وعن بالنسبة للمشروع الرواية وكيف ينظر للرواية وعملها. Le roman pour le projet, je dis le projet de roman, c'est un projet, pour moi c'est un projet que j'y pense vraiment sérieusement. J'ai déjà essayé l'écriture de roman
Mais en fait, je ne sais pas si c'est un problème parfois quand vous êtes au milieu d'un travail ou d'un projet, vous trouvez jeté vers d'autres chemins. Donc moi, je laissais toujours le projet à moitié, le projet de roman, pour aller vers le théâtre, vers la poésie, en ajournant toujours cette idée. Mais je pense un jour, cette idée verra le jour. طبعا مشروع الرواية لأنه يأخذ وقت ويأخذ جهد كثير، فعندما أمضي في رواية معينة أصل إلى نصف الطريق وهنالك مشاغل تأخذني، وبعد ذلك أقفز إلى المسرح وأقفز إلى الفنون الأخرى وأستمر في مشروع المسرح والفنون الأخرى، وأترك وأؤجل أعمال الروائية إلى إشعار آخر. Je vous remercie vraiment, Monsieur Raed, pour vraiment votre témoignage et aussi votre réponse à notre question. Maintenant, on va transmettre la discussion pour le public avec les questions. Tu les répondras, si possible. Oui, merci. Je voudrais bien remercier le public pour vous être déplacé. Merci pour vous. Parce que j'ai oublié de remercier le public au début de la soirée. C'est une faute. Je vous demande pardon. طبعا هنا راح الكلمة راح تكون للجمهور بالنسبة لطرح الأسئلة، وطبعا الدكتور رائد يحب أن يشكر الجمهور على الحضور وعلى مشاركته معه، وكان أنه يعتذر أنه نسى في البداية أن يشكركم وحضوركم في بداية الجلسة. تفضلوا. Qui veut poser la question? Si. Ouais. Yeah. Merci. J'ai une question, Monsieur Raed. Est-ce que vous avez trouvé une difficulté ou des obstacles en écrivant vos livres, comme dans le théâtre, dans la poésie? Merci. فالسؤال: هل واجهت صعوبة عندما كتبت الشعر وعندما كتبت عن المسرح؟ Oui, merci. Le début, c'était toujours difficile. Parce que vous savez que un des soucis pour un auteur, surtout pour les débutants, je dis, c'était d'avoir peur du jugement des autres. Donc le début, c'était un défi parce que j'avais ces soucis d'avoir peur du jugement des autres. Surtout, le début, c'était avec une œuvre française, avec une pièce de théâtre française publiée en France. Donc oui, j'avais des inquiétudes en ce qui concerne mon début littéraire, mais au fur et à mesure, cette peur s'est transformée en un autre esprit, en enthousiasme, en ambition. Je peux dire oui, surtout avec l'inspiration, ça a changé beaucoup. طبعا بالتأكيد الصعوبات تكون كبيرة في البداية، خصوصا عندما واحد يبتدئ الكتابة، خصوصا في المجال المسرح وفي مجال الأدب، ولكن وخصوصا الخوف يكون من أحكام المحيطين لك، خصوصا عندما تكتب باللغة فرنسية وتنشر في فرنسا، فالصعوبة تكون المخاوف من هذا الجانب، ولكن بعد ذلك يدخل الإلهام وتدخل الحماسة ويدخل الشعور بتحقيق هذه الأهداف، فنخرج من هذا الشعور الأول وندخل بالشعور الثاني. Quelqu'un d'autre? Mais avant, le monsieur, pardon, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur Habib, pour votre présentation, très intéressante. Moi, j'aurais deux petites questions. Simplement, je serais curieux de savoir ce qui originellement vous a porté vers la langue française, et même avant de se déplacer pour votre doctorat en France, si jamais j'ai bien compris. Quelle a été la première chose qui vous a attiré vers la langue et la France de manière générale? Et la deuxième chose serait, quels sont les auteurs français qui
qui ont peut-être été vos premiers émois, vos premières sources d'inspiration lorsque vous avez justement appris le français et puis commencé à vraiment développer votre goût pour la littérature. إذا السؤال يتحدث عن كيف كان حبك الأول إلى هذه اللغة وتعلقك باللغة الفرنسية وكيف هو بدأت بها ومن هم الكتاب الذين ألهموك هذا الحب سواء كان في اللغة سواء كان في الكتابة سواء كان في الأدب. En fait, je peux dire que mon amour pour la langue française, c'était la première, la grande motivation pour parcourir le chemin de la littérature. Cet amour fou pour la langue, qui s'est grandi peu à peu avec mes lectures, avec ma connaissance de la littérature française, en passant pour la deuxième partie de la question qui concerne les grands écrivains. Avec la connaissance de grands écrivains, Balzac, Stendhal, surtout les grands écrivains du 19e siècle. Je peux dire que pour moi, c'est la période la plus importante de la littérature française en ce qui concerne le roman et la poésie aussi. Parce que vous savez qu'avec ce siècle, c'est de grands mouvements littéraires, de grands mouvements poétiques. Bon. Avec d'autres écrivains, bien sûr, oui, j'ai connu avec Camus, André Gide, de grandes inspirations littéraires. Pour moi, la lecture de Camus et de Gide, avec la symphonie pastorale, avec la porte étroite, avec l'étranger, avec la peste, la mort heureuse, etc. Cet amour de français a enrichi ma langue d'écriture et mon imagination littéraire. طبعا بالنسبة نبدي بالبداية الحب والتعلق باللغة الفرنسية هو كان الأدب طبعا وحب الوصول إلى الأدب من خلال هذه اللغة والوصول باللغة الأصلية فكان الأدب هو حبي ودافعي لتعلم هذه اللغة. أما بالنسبة للجانب الكتاب الذين ألهموني في الكتابة فطبعا خصوصا كتاب القرن التاسع عشر من ضمنهم بلزاك والكتاب الآخرين حقيقة من خلال رواياتهم ومن خلال القصص التي والأدب الذي ينقلونه فعشقت هذه الأجواء. وطبعا بعد ذلك استمرت إلى ألبير كامو وأندري جيد وروايته سواء كان الغريب والروايات الأخرى التي هي تعد من الحقبة الحديثة. فهذا العالم وطريقة الكتابة وطريقة الرواية عشقتها والتي هي بعد ذلك أغنت لغتي الفرنسية وأغنت قلمي في الكتابة في هذا المجال. مساء الخير، أنا سعيد الروضان كاتب ومترجم من الإنجليزية. أشكر المركز الثقافي الفرنسي على هذه النشاطات الجميلة وأسأل الدكتور رائد ما هي سمات الرواية الفرنسية وهل لا زال تأثير الرواية الفرنسية الجديدة كما جاء روادها ألان روبغري وآخرون. شكرا لكم. Donc, monsieur, il est traducteur de la langue anglaise et il est aussi écrivain. Donc, il remercie l'IFI pour l'organisation de cet événement et de ces événements qui sont très enrichissants et qui sont vraiment représentent une bonne opportunité pour nous. Donc, elle pose la question à monsieur Raed s'agissant de son amour ou s'agissant des caractéristiques de roman français et comment il a trouvé ces caractéristiques via la lecture et via la rédaction. Merci pour M. Saïd Rodan pour cette question importante puisque le roman français a revêtu plusieurs conceptions. Depuis sa naissance, on
passant par Madame Lafayette et la princesse de Clèves, au 19e siècle. Au 18e siècle, c'était le roman philosophique avec Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Le Sage, Marivaux. Au 20e siècle, le roman français a revêtu d'autres concepts avec le romantisme du début du siècle, après avec le réalisme de Balzac, de Flaubert, de Maupassant, après avec le naturalisme avec Zola. Au XXe siècle, nous avons un autre commencement avec d'autres conceptions pour le roman français. Surtout au début du siècle avec Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, le nouveau roman. Ce roman qui a pris une réflexion importante durant le XXe siècle, mais après avec l'apparition de Marcel Proust, ou même c'était un peu avant, Marcel Proust à la recherche de temps perdu avec Gide, après le roman d'entre-deux-guerres, avec de l'avant-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Nous passons par le roman philosophique, le roman de l'absurde, le roman de Sartre, le roman d'Albert Camus. Cela a continué jusqu'à voir de nouvelles générations romanesques, comme bien sûr nous avons l'exemple d'Annie Ernaux. Et nous arrivons à un autre roman dans les dernières 2 décennies avec Marc Lévy ou Schmitt ou bien sûr Régis Geoffrey ou Véronique Olmy. Ce roman qui revêt de plusieurs conceptions. D'une fois, on voit un roman philosophique, comme Marc Lévy ou les autres. Une autre fois, dans d'autres cas, nous voyons d'autres romans sociaux. Ou même, pour aller plus loin, dans les années dernières, dans le prix Goncourt, nous avons remarqué que le roman, le grand choix de romans du prix Goncourt, c'était consacré pour des romans qui abordaient des questions hors la France, l'Afrique, l'Asie, Bakita, une fille de soudanaise, ou pareil dans le roman de David Diop, lauréat de Goncourt, prix Goncourt de Choix d'Orient 2018. Les frères d'âme, c'était un roman qui parle de soldats sénégalais qui s'engageaient dans l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Donc, nous n'avons pas une seule conception pour le roman français. C'est un roman riche. Je me rappelle d'André Breton, au début du XXe siècle, il a dit que le temps à venir verra la fin du roman en faveur de la poésie. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que la poésie, je peux dire, perd un peu de sa valeur en faveur du roman. C'est le roman qui maîtrise maintenant la scène littéraire en France avec plusieurs conceptions. طبعا بالتأكيد بالنسبة للرواية هي ابتداء من القرن السابع عشر، ابتداء من موليير وبعد ذلك بلزاك وثم المدارس، سواء كان المدارس الطبيعية سواء كانت المدارس الواقعية، وثم بعد ذلك صعدنا إلى الرواية اختلفت في طبيعتها، مثلا موباسان، مثلا كتاب آخرين قد اختلفت في طبيعتها. بروست أيضا كان له نوع خاص في الكتابة، وبعد ذلك وصلنا إلى الكتاب المحدثين مثل ألبير كامو وغيرهم، وثم الروائيين الذين هم في الفترات الأخيرة. يقول أندري أنه راح تكون الرواية حقيقة راح نشهد
أنه في الرواية سوف تنتهي لصالح الشعر، ولكن في الفترة الأخيرة اكتشفنا بأنه بالعكس الرواية هي اللي استعادت مكانتها وأخذت مكانتها وصارت أهم أيضا من الشعر. طبعا الرواية في الفترة الأخيرة خرجت عن الإطار الحدود الفرنسية وأصبحت في أفريقيا وفي آسيا وفي أماكن أخرى. على سبيل المثال جندي من السنغال يتحدث عن ذكرياته أو من أماكن أخرى، فأصبحت الرواية ذات مساحة أكثر، خرجت عن حتى قلبها ومكانتها التي كانت فرنسا. En fait, on va terminer avec la question de M. Abdelatif et Mme Christine et la fille à la dernière. Et après, on va découvrir les œuvres de M. Raed dans la bibliothèque et aussi les œuvres qui sont publiées par Dar el-Mamoun, soit le magazine et les livres. Donc, à M. Abdelatif. Oui, merci. Il y a des critiques arabes qui disent que Tahar Ben Jelloun n'aime pas la langue arabe, mais il sait bien la langue arabe. Peut-être il n'aime pas écrire à la langue arabe. Quel est votre avis? Merci. طبعا السؤال هو يتحدث عن طاهر بن جالون، وهو يقول بأنه طاهر بن جالون هو يعرف فعلا اللغة العربية وبمقدرته أن يكتب العربية، فما هو رأيكم بهذا المجال؟ Je peux répondre à cette question parce que moi j'étais témoin pour une question qui a été posée à Tahar Ben Jelloun en lui disant que pourquoi vous n'écrivez pas en arabe. Il a dit parce que je ne savais pas écrire en arabe. Et une autre fois, je regardais dans une interview en France, on lui a posé la même question. C'était de l'autre côté l'animateur de l'émission. Tahar Ben Jelloun a donné la même réponse, mais l'autre côté, l'animateur lui a dit, mais vous, il a dit à Tahar Ben Jelloun, vous m'avez dit une autre fois, vous m'avez donné une autre réponse. Vous m'avez dit que vous ne voulez pas écrire en arabe parce que les sujets que vous abordez sont des sujets critiques concernant des tabous, etc. Donc, vous ne voulez pas dire ça en arabe. Il a souri, Tahar Ben Jelloun, en passant à d'autres questions, sans vraiment donner une réponse précise. Donc, mais moi, je peux dire, vraiment, déjà avec les Maghrébins, on sait que la langue arabe, pour eux, bon, c'était leur niveau en ce qui concerne la langue arabe, ce n'est pas comme le français. Ils sont des francophones, par excellence. Peut-être, je ne peux pas vraiment affirmer une réponse, mais j'ai donné les deux réponses données par Tahar Ben Jelloun. Donc peut-être il sait, mais pour les questions, pour vraiment les questions critiques et de tabous qu'il aborde dans ce roman, il évite de dire ça en arabe parce que une fois au début de mon intervention, j'ai dit que pour moi personnellement, la langue arabe, dans la langue française, j'osais à dire ce que je n'osais pas à dire dans ma langue arabe. Donc peut-être le choix de la langue permet au lecteur d'avoir une liberté plus grande. طبعا من خلال تواصل دكتور رائد مع السيد طاهر بن جالون، فهنالك بالحقيقة كان الجواب الرسمي الذي أجاب المذيع في حينها بأنه هو لا يجيد الكتابة في اللغة العربية، ولكن المذيع قال له بأنك تستطيع، ولكن جوابك كان المرة الماضية بأنك لا تفضل الكتابة باللغة العربية من أجل تحاشي أمور قد تكون محظورة وممنوعة في الثقافة العربية، وقد تكون من أجل أن تكون في منأى عن النقد عندما تكتب، فأنت تكتب بالفرنسية بأريحية وليس هنالك مخاوف من أن تتعرض للنقد، بينما في العربية
أنت طبعا لا تستطيع التعبير بهذه الطريقة. فطاهر بن جلون اكتفى بالابتسامة حقيقة ولم يصرح، ولهذا الدكتور رائد أعطانا الجوابين الذي شاهدهما هو في الحقيقة الاثنين التي ذكرتموها الآن، ولربما هي المسائل التابو التي هي المحظورات، لربما يكون هذا العائق، أو لربما هو الرجل من ناطق بالفرنسية والفرنكوفونية منتشرة، لربما يجد نفسه مرتاح أكثر في الكتابة باللغة الفرنسية، والله أعلم. Merci docteur pour cette belle soirée que vous nous offrez. J'aimerais revenir, si vous voulez bien, sur votre recueil La poésie française. À ce sujet, vous avez déclaré, il y a quelques instants, « J'ai fait en sorte de le rendre accessible à tout lecteur ». Est-ce que vous pourriez développer cette idée, s'il vous plaît, sans révéler votre processus de création, mais cela est intéressant. Merci beaucoup. ميرسي. طبعا السؤال من قبل مدام كريستين وهي الملحق التربوي في السفارة الفرنسية، كان فيما يخص كتاب الدكتور رائد والذي هو الكتاب الشعري عن الشعر. حقيقة من خلال هذا الكتاب أشار الدكتور بأنه كان الهدف من الكتاب بأن يكون يصل إلى هو أكاديمي والذي يصل إلى القارئ البسيط، فهي تحب أن تتعرف على كيفية أن يكون هذا الكتاب الشعري بهذه الكيفية. شكرا. Merci madame pour cette question. En fait, oui, je dis que mon but c'était vraiment de présenter, de rendre accessible ce livre comme référence pour le lecteur simple, le lecteur spécialisé, en abordant de plusieurs genres poétiques, les genres qu'on peut dire simples à comprendre, qui sont accessibles à tout le monde. Un lecteur simple ne cherchera pas dans des thèmes difficiles chez les surréalistes. Donc j'ai essayé de présenter cette partie simple de la poésie française pour les lecteurs simple. Et de même, j'ai essayé de répondre aux exigences des académiciens. En tant que professeur à l'université, moi, je connais les besoins de mes étudiants, par exemple, les académiciens, les chercheurs. J'ai essayé de mettre entre leurs mains une référence importante. C'était un livre qui regroupait les premiers textes, aussi du Moyen-Âge, jusqu'à nos jours. Le premier texte écrit, poétique, écrit français, c'était le texte religieux au début. Bon, bien sûr, on sait que le début de la poésie française, c'était une poésie consacrée pour les cérémonies religieuses, pour la religion, pour les histoires des saints, des histoires qui ont adopté ou inspiré de la Bible. Donc, j'ai essayé de faire ce mélange entre le simple et le compliqué, le facile et le difficile. Oui. فبالحقيقة جوابنا على هذا السؤال، فهنا الكتاب كان ملم للقارئ المتعمق والقارئ البسيط. القارئ البسيط ممكن أن يستمتع بهذا الكتاب الشعري عن الشعر الفرنسي ويتذوق ويتعرف عليه. أما بالنسبة للقارئ الأكاديمي، لأنه لديه طلاب كثيرين وباحثين كثيرين مهتمين بالتعرف على الشعر الفرنسي ابتداء من بدايته، والذي هو في العصور الوسطى، والذي كان مخصص للطقوس الدينية وبهذا الاتجاه ابتداء وثم مرورا بمراحله من أجل مساعدة الأكاديميين المعنيين والمهتمين بهذا الأدب. فلهذا أنا أثرت بأن يكون الكتاب مخصصا إلى الناظر والقارئ بطريقة مبسطة وإلى الباحث الأكاديمي بطريقة معمقة. La dernière question avec la dame, là-bas.
السؤال Désolé, الأخير. mais c'est la dernière parce qu'il n'y a pas encore le temps. فعذرا طبعا لن يكون السؤال الأخير، وبالتأكيد بعد ذلك سوف نتمتع بمشاهدة الكتب، سواء كان كتب الدكتور رائد والتي سوف تكون بالمكتبة موجودة، أو أيضا المنشورات من قبل بغداد ماجازين أيضا موجودة في المكتبة. طبعا راح نكون سعداء بأن تشاهدونها بعد انتهاء الحفل. شكرا. Oui, on peut discuter ensemble là-bas. بالتأكيد مع نقاشات مشتركة معكم. تفضلي. Oui, madame. Bonsoir, je m'appelle Anab, je suis étudiant en médecin. C'est tout le long que je parle français, je suis désolée de folie. J'ai étudié français pour 6 ans de lycée et j'ai oublié tout, mais je passe mon temps et écoute des chansons françaises. En fait, je n'ai pas de question, mais je veux te dire merci beaucoup pour cette formidable soirée. Parce que ces soirs donnent-moi beaucoup. Et je allais essayer de métier en français dans le premier chose de passer mon temps en. Merci beaucoup. C'est dernier. Merci. طبعا هو كان حقيقة كانت تشكر على هذه الأمسية الجميلة، وتعرب عن ذكرياتها كيف هي رافقت اللغة الفرنسية 6 سنوات من خلال دراستها، وعاشت معها وهي حقيقة معجبة بهذه الأمسية الجميلة، وتشكر على هذا التنظيم. شكرا لك. Si vous voulez ajouter quelque chose, parce que... Merci à vous. Bonsoir à toutes et tous. Monsieur Dr. Raid, avez-vous essayé de convertir certains romans en scénarios de films propres? إذا كان هنالك فكرة تحويل بعض الكتابات إلى سيناريوهات سينما وأفلام. Merci pour la question. Mais en fait, je n'ai pas encore écrit de roman pour le moment. C'est seulement des pièces de théâtre, des recueils de poésie et des livres critiques. Donc, bon, peut-être un jour, ce sera possible de pouvoir réaliser ce projet. الحقيقة منتجات وكتابات الدكتور متعلقة بشكل خاص في المسرح وفي النقد وفي الفنون الأخرى، وبالنسبة للرواية فلم تستكمل بعد، فإن شاء الله عندما تستكمل يكون النظر في هذا المشروع. شكرا. Dr. Arad, vous voulez ajouter quelque chose? Je présente encore mes grands remerciements pour l'Institut français, vraiment pour m'accueillir, pour organiser cette soirée, pour Dar el-Ma'moun, Bagdad Magazine en français, notre cher journaliste Amjad. Merci pour notre traducteur précis, vraiment qui a très bien transformé nos idées, M. Mouafak. Merci pour le public, pour être déplacé. ميرسي. إذن شكرا جزيلا للمعهد الفرنسي لتنظيمه لهذه الأمسية. شكرا للأستاذ أمجد دار المأمون. طبعا شكرا إلى الجمهور العزيز الذي حضر واستمتعنا معه في هذه الجلسة. شكرا لموفق المترجم. شكرا جزيلا وأمسية طيبة. Merci.
شهر من